Et voilà, et on arrête la transcription. Ben, bonjour à tous. La présentation d'aujourd'hui va être faite conjointement par Benoît Paradis et moi-même. Le sujet va porter sur la commutation au niveau campus avec nos nouveaux commutateurs modulaires Aruba OSCX de la série 6400. Ben, nouveau, disons, ça fait quand même un certain temps qu'elles sont sur le marché, mais bon, on a des nouvelles blades qui sont plus récentes et qu'on va vous décrire lors de la présentation aujourd'hui. Donc, du point de vue de... Attends un peu, je vais basculer d'une fenêtre à l'autre. J'ai perdu mes petits contrôles. Et voilà, c'est là. Donc, l'agenda, aujourd'hui, on va faire un survol de la plateforme, discuter justement de l'intégration du 6400 dans un campus, l'intégration du 6400 dans un modèle de centre de données, et on va porter un peu d'attention sur les nouveaux modules qui sont proposés et qui offrent de nouvelles capacités ou de nouvelles possibilités. Donc, un petit survol, grosso modo, dans le portfolio des produits Aruba, au niveau des produits de commutation dans la série Aruba OSX, on a ici l'ensemble du portfolio. Et ce qu'on remarque, c'est que le châssis 6400 se retrouve à la jonction entre les réseaux d'accès et le réseau de cœur, parce que c'est un châssis qui est très versatile, qui permet autant d'avoir des blades, ou en tout cas des cartes d'extension de commutation d'accès avec des ports qui permettent d'alimenter le PoE, et aussi des blades qui se retrouvent au niveau qu'on peut retrouver dans des systèmes de commutation de cœur avec du 100 gigabits par seconde, donc des systèmes de commutation à très haute performance. Le châssis, dans le fond, se retrouve en deux, ou se décline en deux saveurs. On a une saveur à 5 fentes d'extension, 5 fentes d'extension excluant les fentes servant au CPU. D'où la raison que, bon, si on calcule l'ensemble de la hauteur du châssis à 5 fentes d'extension, on se retrouve avec un 7U de hauteur. Et on a un châssis à 10 fentes d'extension qui, lui, bon, encore une fois, en incluant les blades de CPU et la ventilation, ben là, on se retrouve à 12 U de hauteur. C'est un châssis à très haute performance avec du switching au niveau de la backplane, c'est-à-dire du plan d'acheminement à l'arrière au niveau de l'interconnexion des cartes qui permet un acheminement pouvant aller jusqu'à 28 terabits par seconde. Donc, on a un 2,8 terabits par slot. C'est tous des modules d'accès qui sont non bloquants, tout prévus pour justement avoir le maximum de bandes passantes disponibles au niveau de l'acheminement des paquets. C'est un châssis, lorsqu'il est utilisé au niveau de la commutation d'accès, qui permet des fonctionnalités telles que le Always On PoE, c'est-à-dire que si on redémarre le commutateur, il va maintenir le système d'alimentation lors, admettons, d'un redémarrage ou d'un rehaussement de firmware, par exemple, où, par exemple, une carte serait resetée. Il va être capable de maintenir l'alimentation, faisant en sorte que, par exemple, un point d'accès qui serait alimenté sur le port en question, ben, le point d'accès ne va pas redémarrer. Donc, il va perdre momentanément, vraiment pendant un bref laps de temps, la connectivité, mais comme il ne va pas redémarrer, bien, ça va permettre qu'il va pouvoir reprendre le service beaucoup plus rapidement. Même chose au niveau de la téléphonie. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant de ce côté-ci. Ce sont des châssis qui peuvent être combinés ensemble avec la technologie de VSX. Et lorsqu'on va utiliser, par exemple, le Dual CPU dans un châssis, ben, on est capable d'effectuer des In-Service Software Upgrade, donc le ISSU, qui permet de basculer d'une blade de CPU à une autre blade de CPU sans affecter l'acheminement qui est sur les cartes d'acheminement de données. Alors, ça permet d'avoir
un service sans interruption lors des mises à niveau. Alors ça, c'est très, très pratique. On a, au niveau de la gestion, port RJ45 ou USB-C permettant l'interconnexion en mode console. Il est possible d'avoir une interface Bluetooth qui permet de l'interconnecter au niveau USB, permettant d'avoir l'accès console à distance sans nécessairement être obligé d'avoir un câble filaire pour se connecter. Et c'est ça, les modules de gestion, je vous en ai déjà parlé, qui peuvent être redondants au niveau du châssis. Donc, si, admettons, on regarde les équivalences entre un châssis série 6400 versus les produits similaires dans la gamme de produits qu'on a vu précédemment du côté Aruba OSX. Donc, lorsqu'on va utiliser des cartes d'acheminement de type de cœur, bon, ben, on va se retrouver à avoir des fonctionnalités ou des interconnexions qui sont similaires à ce qu'on pourrait retrouver dans nos produits de la série 8360. Et si on regarde des cartes d'accès, bon, ben, on va se retrouver à avoir des ports d'acheminement qui sont similaires à ce qu'on pourrait retrouver dans un stack de switch 6300. Donc, lorsqu'on regarde, par exemple, les modules d'accès, bon, ben, c'est la même technologie. C'est des ASIC d'accès similaires à ce qu'on retrouve dans le 6300 qui vont être intégrés dans la blade d'acheminement pour l'accès. Et de manière vraiment similaire, les mêmes ASIC que l'on retrouve dans la série 6300, dans la série, excusez-moi, 8360. Bon, mais pour les modules de cœur, ben, c'est exactement les mêmes ASIC que l'on va retrouver dans les blades d'acheminement au niveau des modules de cœur. Alors, dans un scénario où on déploierait notre châssis 6400 dans un campus de type 2 tiers, donc un collapse core, par exemple, bon, ben, on va se retrouver avec des châssis 6400 avec des cartes d'acheminement de type de cœur, dans le fond, à l'étage supérieur au niveau du cœur. Et on va se retrouver avec des châssis 6400 avec des cartes de ligne d'accès pour desservir points d'accès, postes de travail, serveurs, imprimantes et autres postes de travail. Ce qui est intéressant dans un scénario comme ça, c'est qu'on va avoir moins de dispositifs à gérer, potentiellement moins de liens inter-switch parce que justement, on va avoir combiné l'ensemble de la solution dans un type de châssis. Au niveau performance, on va avoir énormément plus de performance parce que, puis tout à l'heure, j'ai une slide là, qui va illustrer un peu le parallèle. Si, par exemple, on monte un stack de switch, soit en VSX au niveau du cœur, ou soit à l'aide de DAC avec des 6300 au niveau de l'accès, bon, ben, on va quand même avoir un certain point de contention pour la mise en pile des équipements, dû au fait qu'on va utiliser soit un DAC ou soit un AOC pour faire l'interconnexion. Et dans ce contexte-là, ben, le fait d'avoir accès à une backplane qui permet l'acheminement à de multiples terabits par seconde, ben, on est vraiment avec quelque chose qui est beaucoup plus performant au niveau de l'acheminement par rapport à un déploiement typique avec des unités 1U qui auraient été mises en pile ou qui auraient été associées grâce justement à la technologie de BSX. Donc, on a plus de performance, un déploiement qui est beaucoup plus simple, une plateforme qui est commune aussi à travers le campus. Donc, on n'a pas d'éléments qui sont différents. Donc, le même module CPU, par exemple, qui serait défectueux, donc on pourrait envisager d'avoir, admettons, une blade CPU en spare de côté, mais cette blade-là peut autant servir pour un châssis d'accès que pour un châssis qui va être utilisé au niveau du cœur. Donc, on se retrouve avec une architecture qui est commune, puis dans le fond, c'est une espèce de couteau suisse qui peut être utilisé à toutes les sauces, à la fois dans le cœur et à la fois au niveau de l'accès.
Donc, on a une versatilité au niveau de cette utilisation. Donc, de manière simplifiée, ici, vous voyez le petit schéma. Donc, on a un 6400 au niveau du cœur et les 6400 qui sont au niveau de l'accès. Donc, ça nous permet d'avoir cette simplification. Même chose, hein, lorsqu'on regarde justement dans un design à 3/3, donc on va se retrouver justement avec un nombre diminué de dispositifs au niveau du cœur. Et c'est le même scénario, simplement que, bon, dans la partie intermédiaire, on est en mesure d'avoir plus les châssis qui vont être utilisés à différentes sources à travers le scénario qui est ici présent. Donc, c'est le même scénario. Si, par exemple, je me permets de faire une petite analogie, on avait justement, je cite un client, un bon client à nous qui, au niveau universitaire, avait déployé des 8360 pour, non, je pense que c'était des 8325 au niveau de son réseau de cœur. Et bon, malheureusement, ils construisent un nouveau pavillon et là, ils se retrouvaient dans un dilemme technologique pour lequel, justement, ils avaient, avec ce nouveau pavillon-là, et comme ils avaient adopté une architecture à 2/3, à 2 niveaux, un collapse core, bon, ben, ils se retrouvaient qu'il manquait de part sur le 8325 pour accommoder tous les nouveaux cabinets de commutateurs d'accès qui allaient être déployés dans le nouveau pavillon. Alors, dans ce contexte-là, ben, ce qu'on a fait, c'est, grâce aux partenaires, racheter, dans le fond, les 8325 pour être en mesure de leur permettre de déployer une solution où le cœur serait articulé avec des 6400. 6400 qui ont été montés en VSX entre les deux centres de données. Et le fait d'avoir des 6405, ben, ça leur permet d'avoir des cartes supplémentaires au niveau du cœur qui permet d'augmenter la densité de port et de maintenir l'architecture à 2 niveaux de collapse core, permettant d'accommoder la connexion directe de tous les nouveaux cabinets d'accès qui vont devoir être déployés pour le nouveau pavillon. Alors, c'est quelque chose d'intéressant ici. Là, on voit justement un cas pratique où, effectivement, cette architecture-là permet d'être beaucoup plus évolutive grâce justement à la densité de port qu'on est capable d'aller chercher de manière additionnelle avec les fentes d'extension, avec les cartes d'extension. Et du point de vue performance, hein, ici, on peut faire un petit parallèle. Lorsqu'on retrouve, par exemple, un stack de 6300 à 5 membres. Alors, oui, on va faire notre stack avec des câbles DAC, par exemple, à 50 gigs ou des interconnexions AOC à 50 gigs, qui nous permettent d'avoir un 2 fois 50 de throughput hein, pour être capable de faire justement notre anneau de connexion. Et là, on voit tout de suite la différence, hein, parce que du côté de 6400 à 5 slots, ben là, on a 1,4 terabits par seconde de backplane qui est disponible pour effectuer le même genre d'opération. Donc, on a beaucoup moins de contention possible ici. Et oui, ici, on a des possibilités d'interconnexion avec les ports de 50 gigs qui ne sont pas utilisés pour faire l'anneau VSF, mais oui, on n'utilisera probablement pas tous les 10 ports pour faire les uplinks là, de manière réaliste, mais bon, on a un potentiel de 10 ports de 50 gigs. Mais du côté du châssis 6400, on est capable d'aller chercher des blades d'interconnexion qui offrent des ports à 100 gigs. Et ça nous permet d'aller avec des technologies qui sont beaucoup plus évolutives, beaucoup plus prêtes pour justement réduire les problématiques de contention potentielle si vous avez justement des environnements à haut débit ou à haute teneur en capacité qui peuvent solliciter justement un stack à haute performance de cette manière-là. Alors, le 6400 est vraiment un très bon choix parce que c'est modulaire. On a un très grand éventail de blades qui offrent justement des ports de connexion qu'on appelle Smart Rate, c'est du N-Gig Base T, permettant d'interconnecter à haute performance, par exemple, des points d'accès qui pourraient requérir plus de bandes passantes
comme les nouveaux points d'accès qui font du Wi-Fi 6E, du Wi-Fi avec le 6 GHz ou encore le Wi-Fi 7, avec une plus grande densité de ports avec le PoE, avec une meilleure répartition de la puissance parce qu'on a des blocs d'alimentation plus gros. Donc, hein, l'efficacité d'un bloc d'alimentation est tributaire du volume d'espace. Alors ici, on a des blocs d'alimentation plus volumineux qui ont donc une meilleure efficacité et qui permettent justement de faciliter une interconnexion avec une meilleure densité de ports PoE. Possibilité de redondance au niveau de l'alimentation, tout comme ce qu'on pourrait retrouver avec, oui, des 6300M, mais lorsqu'on regarde tout à l'heure l'exemple de 5 switch 6300, mais 5 switch 6300 avec redondance de power supply, si on va chercher la 6300M, mais on va se retrouver quand même avec 10 interconnexions au niveau des blocs d'alimentation. Tandis que dans un 64, par exemple, 6405, donc configuration similaire, ben, je vais me retrouver avec 4 blocs d'alimentation que je vais pouvoir interconnecter, par exemple, avec du 220 volts, qui va me permettre d'avoir une alimentation qui va être beaucoup plus redondante, pour laquelle je vais être en mesure de partager. Admettons, si j'ai un bloc d'alimentation qui flanche, ben, l'alimentation est quand même partagée sur l'ensemble du backplane, tandis que dans un contexte où je suis coincé, si on pourrait dire, avec des blocs d'alimentation qui sont limités à des unités 1U, bien, le bloc d'alimentation qui est dans une unité 1U va affecter l'ensemble de ce qui est sur cette unité-là. Si, par exemple, on est à la limite au niveau de l'alimentation PO. Donc, plus de flexibilité au niveau de la redondance de l'alimentation, plus de flexibilité aussi pour monter justement un châssis en VSX qui permet d'avoir une redondance. Si on parle de redondance au niveau de l'AP, là, j'en conviens, c'est peu de clients vont privilégier de faire une interconnexion double avec des points d'accès, mais bon, c'est une possibilité qui peut être utilisée, par exemple, si on a des points d'accès dans des zones critiques. Je prends par exemple là, dans certaines zones comme des urgences dans des hôpitaux, certains points d'accès sont vraiment névralgiques pour les opérations, pour la télémétrie, la surveillance des signes vitaux. Alors, dans un contexte comme ça, bien, ça peut être quelque chose à considérer. Donc, 6400 disponible, comme je vous l'ai montré, pour faire autant un réseau de cœur qu'un réseau d'agrégation ou encore un réseau de centre de données. Donc, on se retrouve avec un scénario qui est très simple pour le déploiement avec un châssis unique qui permet de faire à peu près toutes les possibilités. Dans les fonctionnalités avancées, hein, on est capable d'avoir accès à des fonctionnalités autant de niveau 2 que de niveau 3. Donc, tout ce qui est les fonctionnalités de routage, de EVPN, VXLAN, MPBGP, intégration justement à travers des services comme le NetConductor, être capable d'avoir une fabrique centralisée ou une fabrique distribuée. Donc, tous ces services-là sont disponibles à travers le châssis 6400. Très rapidement, les blades qui sont, entre autres, pour la plupart disponibles dans le véhicule d'achat du CAG Éducation, ces ces cartes-là sont disponibles. Donc, on retrouve des cartes classiques de PoE classe 4 pour des connexions de 48 ports 1 gig, 48 ports 1 gig avec des options d'interconnexion à SFP 56 pour faire des uplinks. Donc, on va les retrouver au bout. Des blades qui permettent de faire du PoE de type classe 6, donc avec plus d'alimentation électrique par port. Et d'autres ports qui permettent, d'autres blades qui permettent de faire l'interconnexion avec du Smart Read, permettant du 1, du 2.5 et du 5 gigabits par seconde, donc permettant des interconnexions, par exemple, avec des points d'accès qui supportent ces cadences et ces vitesses d'interconnexion avec du PoE de classe 6. Donc, c'est une blade idéale pour l'interconnexion à haut débit pour des points d'accès de type Wi-Fi 7. Et on retrouve aussi des blades d'interconnexion avec du 10 gig base T pour, par exemple, certains types de serveurs qui seraient munis de ce type de carte-là, ou encore du 24 ports SFP+, ou encore du PoE classe 8
donc vraiment 90 watts par port, avec du Smart Rate 1, 2.5, 5 et 10 gigabits par seconde, avec ce module-là qui est un petit peu plus récent. Et du point de vue, dans le fond, économique, parce que souvent, bon, on va dire, oui, c'est bien beau, mais comment ça se traduit? Et là, ici, bon, les prix sont en prix des détails suggérés américains, mais ça vous donne, dans le fond, un ordre de grandeur. Donc, lorsqu'on compare, par exemple, un système élaboré avec justement un châssis 6400 avec le module de gestion redondant, plus une blade permettant des connectivités avec uplink, donc avec les ports SFP56, avec une blade qui va faire du smart rate pour interconnecter des points d'accès qui requièrent plus de vitesse et ou plus de PoE. Ainsi que, bon, des ports qui vont permettre du PoE, mais du PoE classe 4 standard, donc légèrement moins cher, et qu'on bâtit la solution équivalente. Et là, vous allez remarquer ici, hein, on n'a même pas ajouté les câbles DAC pour l'interconnexion. Alors, on arrive avec une solution qui est équivalente au niveau du prix, mais du point de vue fonctionnalité, on est très loin d'être équivalent. Ici, on a vraiment la performance d'un backplane, la redondance d'un CPU directement sur le backplane, avec justement la possibilité de faire du in-service firmware upgrade, avec toutes les possibilités de résilience au niveau de l'interconnexion avec les power supply à l'arrière qui sont plus efficaces. Donc, on se retrouve avec une solution qui, économiquement, est équivalente, mais de loin beaucoup plus supérieure en performance et en flexibilité au niveau logistique que de gérer 5 switches séparés. Alors, là, je me répète un peu, donc désolé, la slide est comme redondante. Pour les blades plus type data center, donc on a des blades de 48 ports, 10 gigs et 25 gigs SFP28, donc qui permet de faire des interconnexions avec du 25 gigabits par seconde, et ou des blades de QSFP28 qui vont permettre de faire des interconnexions 40 ou 100 gigs, ou encore une blade ici, 32 ports, 25 gigs SFP28 avec 4 ports 100 gigs QSFP28 avec du MACsec. Puis le MACsec disponible sur tous les ports. Un des points qui est intéressant ici, hein, donc il y a la question des extended tables, c'est-à-dire qu'on a différents profils de configuration qui sont disponibles. Lorsque, par exemple, on veut configurer un châssis 6400 pour un réseau de cœur ou un réseau de data center, bon, ben, il est possible de modifier, dans le fond, la programmation du TCAM pour être capable d'accommoder le scénario d'acheminement qui est pertinent pour vous. Donc, soit on va maximiser le nombre d'adresses ou encore maximiser le nombre de routes, dépendamment du scénario qui fait du sens dans le type de déploiement que vous voulez déployer. Et vous avez les nombres ici là, qui sont affichés pour vous donner une idée des ordres de grandeur du type de réseau qui peut être accommodé pour l'environnement en question. Alors, et voilà. Et je céderai la parole à Benoît, qui va enchaîner Oui, avec le avec, 6400 dans le centre de données. oui, avec plaisir. Merci, merci Paul. Euh, donc, côté data center, bon, il y a toujours un peu, je veux dire, une ligne un peu floue entre, bon, c'est quoi, où le data center commence, où le campus finit, surtout dans des plus petits environnements. C'est toujours un peu bon. Est-ce que je suis en data center, je suis en campus? Bon, ça peut être un peu les deux. Donc, le 6400 va bien être positionné autant pour des plus petits environnements, un peu comme Paul parlait pour le côté campus, pour l'accès, pour le cœur de campus, distribution, autant que pour le data center. Donc, vous avez bon, la liste des choses requises. Bon, quand on parle d'un data center plus petit, on va en général avoir moins de features complexes. Ok, donc, pas de VXLAN, des choses comme ça qu'on va plus retrouver. Oups, perdu. Plus retrouver
les plus gros data centers. Mais ce qui reste souvent, c'est vraiment bon, la haute performance. Donc, dès qu'on parle un peu data center, serveur, on va aller chercher une haute performance, haute bande passante, la capacité à grossir facilement. Donc, c'est toujours un peu un aspect qui est important. Paul a amené un exemple avec une université qui a dû un peu faire un changement pour grossir malgré un équipement qui était déjà assez bien positionné originalement. Mais bon, il y a des choses qui arrivent, nouveaux bâtiments qui se construisent, qui poussent, il peut y avoir certains requis et des petites surprises en cours de route. Donc, le châssis est quand même intéressant à ce niveau-là pour grossir un environnement de façon assez facile, juste en rajoutant des modules. Et évidemment, la redondance. Dans le cas d'un centre de données plus petit, on va fortement conseiller Aruba Central comme étant la console de gestion, spécifiquement parce qu'il n'y a pas le besoin nécessairement des fonctions plus avancées de fabrique là, que je vais passer dans, euh, pour l'autre mode de déploiement. Donc, si on avance, Paul, pour la slide, pour voir comment on positionne en réalité euh, le châssis 6400. Donc, dans un plus petit centre, on va fortement privilégier ce qu'on appelle le collapse core. Donc, on va essentiellement brancher autant les serveurs que les services, comme les pare-feux, sur la même paire de châssis. Euh, il y a différentes raisons pourquoi on voudrait faire ça. Il y a une des raisons principales, c'est surtout au niveau du câblage, le câblage structuré. Ce qu'on voit traditionnellement, ça va être souvent ce qu'on appelle un modèle TOR, Top of Rack, où on va aller mettre des commutateurs directement dans les râteliers. Ça fait un peu l'opposé au châssis, où tout est mis de façon centralisée. Donc, on parle ici plus d'un déploiement qu'on va appeler un MOR, un Middle of Row. Donc, si on imagine par exemple 5 râteliers qui sont côte à côte, au lieu d'avoir un commutateur par cabinet, on va les mettre centralement, un ou deux châssis, et on va amener des connexions directement là. Et ça a un certain avantage aussi côté potentiellement, euh, à voir selon le câblage structuré, mais potentiellement un avantage financier où on a moins de parts perdues euh, qui ne sont pas utilisées dans le mode top of rack. Hein. Fait que ça arrive souvent qu'on a un râtelier qui n'est pas nécessairement plein, d'avoir un commutateur 24 ou 48 parts, où ce qu'on n'aura pas assez de connexions, disons, pour le remplir au complet. Ça peut venir compliqué d'aller brancher euh, des équipements, des serveurs qui sont à côté sur un autre top of rack. Donc, le middle of rack peut être un- une façon très efficace, disons, de maximiser l'utilisation des parts, de maximiser l'investissement qui a été fait pour acheter les modules, euh, et sans avoir la complexité d'un déploiement qui est plus, qu'on va appeler span and leaf, hein, qui est un peu un châssis explosé, hein, où on va avoir des commutateurs de cœur, avec des liens, par exemple, 100 gigs vers des top of rack. Ok? Donc, le châssis est un peu ce, ce spine and leaf-là, mais euh, dans un seul matériel. Euh, si on avance un petit peu pour l'autre ici. Donc, ensuite, si on parle un plus gros centre de données, donc on parle aussi potentiellement jusqu'à 1000 serveurs. Donc, on a encore des requis très similaires. Donc, on a des pare-feux, on a besoin de haute bande passante. Ici, la différence qu'il va réellement avoir, c'est dans les plus gros centres de données. Souvent, on va faire l'utilisation de protocoles plus complexes au niveau du routage, entre autres le VXLAN. Donc, si j'imagine que j'ai une trentaine de râteliers, je ne veux pas nécessairement faire du niveau 2, niveau 3 traditionnel. On va utiliser les efficacités que des protocoles de fabrique peuvent nous amener au niveau centre de données. Euh, donc, la seule différence à ce moment, c'est le même équipement. Donc, on parle encore de 6400 avec des modules selon les besoins de connectivité. Ce qu'on va plutôt changer ici, l'outil de gestion. D'accord? Donc, on va plus privilégier pour le. Bon, c'est un peu en changement en ce moment du côté central, mais privilégier plus ce qu'on appelle Fabric Composer, qui est un outil d'orchestration de fabrique, donc qui permet d'aller déployer des environnements de quand même grande envergure. Donc, on pense, bon, 1000 serveurs ou des milliers de serveurs. On ne s'arrête pas à 1000, on peut aller plus haut. Euh, mais d'orchestrer toute cette configuration-là de fabrique sur des équipements de façon très facile avec des menus, des petits wizards, comme on appelle, où ce qu'on fait simplement choisir les équipements, on définit la fabrique et l'outil Fabric Composer
s'occupe de déployer ça, de faire les lignes de commande qui sont assez volumineuses, là. Si vous avez déjà touché un petit peu à du VXLAN, du BGP, ça peut venir beaucoup, beaucoup de lignes de commande, disons, pour déployer ça. Donc, on vient un peu faciliter le tout avec l'outil de gestion. Aruba Central est quand même un potentiel candidat parce que certaines fonctions, entre autres les fonctions d'orchestration de fabrique, qui sont en train de se retrouver à l'intérieur de Central sous un autre nom qu'on appelle NetConductor. Donc, autant pour la partie campus que aussi pour la partie data center. OK? Donc, si regarde plus au côté physique, ça va être un peu le même style, sauf qu'on va simplement séparer une partie cœur. Donc, on va imaginer avoir une paire de soit 6405, 6410, dépendamment de la grosseur du déploiement. Donc, au niveau cœur, donc seulement avec des blades, des modules haute, euh, haute vitesse, on parle de 100 gigs. Ça nous permet aussi d'utiliser, entre autres, les fameux profils que Paul a fait mention, où ce qu'on peut changer l'assimilation de la TCAM. Donc, par exemple, avoir beaucoup plus de routes, hein, on assume dans ce mode-ci où ce que le routage n'est pas nécessairement fait, le routage par VLAN n'est pas fait nécessairement au niveau cœur, mais au niveau des commutateurs qui se retrouveraient soit en fin de rangée, le end of row, ou dans le milieu d'une rangée de râteliers. Euh, donc, le fait d'avoir toutes les cartes pareilles, puis ça, c'est un peu un petit point qu'il faut faire attention quand on joue avec ces profils-là. C'est sûr qu'il faut que pour avoir les profils étendus, il faut que tous les modules euh, supportent ce profil étendu-là. Donc, dans ce cas-ci, où ce qu'on aurait une paire de cœurs que les cartes sont assez homogènes. Donc, par exemple, tous des ports 12, des cartes 12 ports 100 gigs, par exemple. Donc, là, on peut utiliser en fait ces nouveaux modes-là d'attribution de profil pour avoir plus de routes, par exemple. Vu que ce serait beaucoup plus lourd côté nombre de routes versus nombre de MAC adresses pure qui serait plus au niveau de l'accès. Donc, au niveau de l'accès, on peut là, encore une fois, changer le profil pour dire, ben, ici, vu que c'est plus du niveau 2 VXLAN, par exemple, je vais avoir beaucoup plus de MAC adresses versus des routes que je retrouverais sur la partie cœur. Donc, ça nous quand même la flexibilité aussi d'avoir des cartes différentes. Donc, c'est un peu toujours l'avantage du châssis, d'avoir aussi ça, j'ai besoin, par exemple, de 10 gigabits en cuivre pour certains serveurs parce que j'ai un peu de legacy versus du SFP 28, SFP+, pour d'autres, mais encore là, cette flexibilité vient toujours très intéressante. Donc, si on avance ici, bon, ça c'est un peu redondant. On a parlé un peu pour le pourquoi, donc le modulaire, la redondance. euh, Tout ça était toujours les points très forts du châssis. Le VSX aussi. Puis le VSX, bon, évidemment, on va toujours le privilégier versus le VSF, parce qu'il n'y a rien qui m'empêcherait, par exemple, de faire un stack de 6300 et brancher des serveurs dessus. Sauf que la technologie de stacking est très différente entre ce qu'on appelle le VSF sur les commutateurs de campus et le VSX. La grosse différence étant que un stack traditionnel, bon, le stack a un cerveau, hein, donc une des switches qui devient un peu le maître de tout le stack. Le VSX est complètement distribué, donc chaque commutateur reste indépendant côté control plane, hein, donc ils gardent chacun leur cerveau, mais ça nous permet quand même de faire des choses qui sont bien pour le stack, dont les agrégations de liens séparées sur deux commutateurs physiques. Donc ça nous donne un peu l'avantage du stacking traditionnel, mais avec beaucoup plus de résilience, vu que chacune des switches garde son propre plan de contrôle. Maintenant, si on regarde quelques nouveaux modules, euh, plus du côté data center, entre autres, mais d'autres modules. Donc, un des nouveaux, c'est un module qui fait du 25 gigs. Donc, on avait déjà un module 25 gigs, 48 ports. Ici, la petite différence avec celui-là, c'est qu'il bon, il y a 32 ports, donc un petit peu moins de ports 25 gigs, mais on rajoute, on rajoute 4 ports 100 gigs à même le commutateur.
Donc, encore une fois, c'est encore toujours une question de flexibilité, surtout dans des modes collapse core où ce que je peux avoir de la connectivité serveur, de la connectivité vers des switches d'accès, mais aussi peut-être en 100 gigs vers d'autres services. Donc, à l'intérieur d'un même module, mais je peux avoir toute cette différents, ces parts différents-là sur le même module au lieu d'avoir, par exemple, un module qui fait juste du 100 gigs, un module qui fait juste du 25 gigs, par exemple qui était le Une, cas pe- jusqu'à ce que ce module arrive. Oui, vas-y, une Paul. petite note, oups, un peu. C'est une Blade qui supporte aussi le 50 gig, donc le Mhm. SFP 56, mais seulement sur la moitié des ports, c'est-à-dire Ouais, seulement les ports sur les ports impairs disponibles. vont pouvoir le supporter. C'est pas disponible dans la version initiale, mais ça s'en vient dans un des prochains rehaussements de firmware. Oui, en fait, c'est drôle parce que c'est pas très bien annoncé, même sur les 8360, les choses qu'on peut Ouais. faire, ça aussi. Donc, un peu de sacrifier la moitié des parts, ou un groupe de parts, du moins, puis utiliser le 50 gigabits au lieu de 25. Donc, c'est une possibilité même, là, comme Paul le mentionne sur le module. Euh, un autre nouveau module. Donc, on parle ici plus de cuivre 10 gigabits avec du PoE classe 8. Donc, positionnement habituel, on parle de points d'accès très euh, haute, haute performance, hein. Donc, on parle de 10 gigabits. Donc, on parle les modèles les plus élevés, qui sont plus rares, mais qui sont quand même disponibles. On peut penser aussi caméra. Donc, les caméras plus avancées qui ont des mouvements, qui mécaniquement peuvent, qu'on appelle PTZ, hein, donc qui peuvent bouger vont souvent demander une puissance PoE qui est beaucoup plus élevée là, que le 30 watts traditionnel qu'on va utiliser pour des points d'accès des téléphones et autres. Donc, c'est encore une fois un peu de flexibilité aussi, où ce qu'on a même avec les 24 barres cuivre, on a quand même 4 barres SFP 56, donc qui font jusqu'à du 50 gigabits à même le module. Donc toujours dans la même optique de dire ben, que j'ai pas besoin nécessairement d'avoir un module juste pour faire du uplink vers le restant de mon réseau et un autre module pour la connectivité, j'ai tout en un. Et dans la majorité des cas, surtout si j'ai plus qu'un module de ce modèle-là, par exemple, mais je vais tomber à 4, 8, 12, bon, 12 uplink, qui devrait être amplement suffisant versus l'ajout d'un module dédié là, pour faire des uplinks fibres. Bon, petite particularité sur... Ouais. oui, y a-t-il une animation Ouais, sur elle? ouais, Ouais, non, il n'y a pas de. ouais, Ouais, c'est comme. ouais, c'est peut-être plus l'autre qui Ouais, m'intéresse. c'est l'autre qui. On a Ouais, c'est parlé pas ça, mal, là. effectivement. Euh, Donc, bon, si vous avez déjà utilisé les commutateurs 8325 ou les 10 000, peut-être pas les 10 000, mais bon, plus les 8325, vous avez peut-être déjà vu le concept là, qu'on fonctionne dans certains cas par des groupes d'interfaces. Donc, le module fonctionne de cette façon-là. Donc, si vous regardez sur l'image, vous avez 4 groupes d'interfaces. Donc, dans la configuration du commutateur pour ce module-là, on va les définir la vitesse qui va être des transceivers qui va être utilisée par groupe. Donc, il faut manuellement dire, ben, le groupe, ben, il y a une configuration par défaut que je crois qui est 25, si je ne me trompe pas. Donc, il faut aller dire, par exemple, si je veux aller insérer un transceiver 10 gigabits SFP+, dans le groupe 1, par défaut, ben, il ne fonctionnera pas, en guillemets. Il faut que j'aille mettre le groupe en mode 10 gigabits pour qu'on accepte le transceiver. Donc, il y a 4 groupes comme ça. Vous avez les vitesses différentes, donc soit 10, 25 ou 50. Le 50, encore une fois, qui n'est pas tout à fait... qui va être bientôt disponible. Donc, c'est une version future. Et aussi, évidemment, comme c'est mentionné, que ce sont les parts du bas. Donc, dès qu'on active un groupe en mode 50 gigs, seulement les 4 parts inférieures vont être actifs pour ce groupe-là, spécifiquement. Donc, c'est juste à faire attention pour ne pas se surprendre si on insère un transceiver 10 gigabits, là, puis il ne fonctionne pas, il n'a pas l'air d'ouvrir. Mais c'est souvent la raison pourquoi ça fait ça.
Ça oblige aussi à faire regroupement des ports. Si par exemple, vous avez Mhm. certains sites qui doivent être interconnectés à 10 gigs, bon, mais il va falloir cantonner ou relocaliser les ports qui vont tous être connectés à 10 gigs dans le groupe qui est approprié pour avoir une connectivité avec une vitesse qui est uniforme à travers le groupe. Tout à fait. Ça, je pense que c'était juste pour illustrer là, les connectivités avec le PoE Ouais, classe, ça, on a un petit peu déjà c'est ça, parlé. classe Fait que 8. le C'est point, le ça, point saillant, évidemment, c'est 10 gigabits, 90 watts c'est là, ça, c'est par ça. port. Là. Rien de sorcier ici. Mm. Donc, sur le module qu'on avait aussi des petites limitations quand même importantes à prendre en compte. Donc, avec le système de groupe d'interface, ça veut dire, ça a la conséquence bon, qu'on ne peut pas utiliser des transceivers 100 mégabits et 1 gig sur les modules. Donc, à prendre en considération si on a besoin de ces connectivités-là. Souvent, la recommandation qu'on va faire, c'est bon, mettre du 100 MB et du 1 gig sur Le des switch de modules cœur. Core. Ouais. Ça coûte très cher du port pour mettre du 100 mégabits. Là. Donc, on va fortement, fortement recommander plutôt de prendre une paire de commutateurs plus de distribution, disons, qui, elle, serait branchée soit en 10, soit en 25 gigs et de Ouais. prendre ça pour faire le 100 mégabits et le 1 gig au besoin. Là. Ça revient beaucoup plus bon marché par coût par part, disons, là, que brûler des parts Core pour mettre ces vitesses-là. Vous avez encore la note ici, le 50 gigs, pas tout à fait encore supporté, ça s'en vient. Et encore une fois, les groupes d'interface. Euh, Puis c'est ça, il faut en faire attention pour le 10 gigabits, je me répète un petit peu, mais c'est quand même assez important pour le 10 gigabits parce que l'autre module, qui a 48 ports, 25 gigs par défaut, lui va supporter même les vitesses plus basses. Donc je pourrais aller insérer, par exemple, sans changer le mode de fonctionnement du groupe sur la R0X là, 44C, là, qui est le module 48 ports, 25 gigs. Donc je pourrais aller mettre un transceiver 1 gig ou 10 sans changer la configuration, puis il va fonctionner. Parce que la vitesse par défaut, c'est jusqu'à 25 gigabits et non pas seulement 10 ou seulement 25 ou seulement 50. Ok. Et, bon, ici Bon. pour bon, les questions qu'on voit souvent, je ne sais pas si Paul tu le prendre, mais bon, le- un des points les plus importants, je pense, c'est le max. OK? Donc, sur le module 25 gigs, donc c'est une chose un peu qui nous manquait sur le châssis en général. Bon, puis pour les appels d'offres, pour nous, pour moi qui répond à des appels d'offres, c'est toujours nous, on était très, très contents d'avoir le MACsec là, sur ces modules-là. Donc, c'est quelque chose que vous avez comme projet potentiellement. Mais évidemment, c'est intéressant donc sur toutes les parts. Le MACsec est disponible sur les parts fibres. Puis vous avez là les différentes versions pour supporter ces nouveaux modules, donc la version 10.13.1000. Au niveau du support pour Aruba Central, ben, ça prend minimalement la version 2.5.8. Et bon, ça fait déjà un certain temps là, que c'est disponible publiquement là, pour ces nouveaux modules là, depuis le 5 février 2024. Et dans le fond, on a les problématiques, ou du moins le supply chain, donc c'est-à-dire les défis au niveau de l'acheminement et de la production sont déjà résolus et on est déjà en plein, en plein inventaire pour être capable de livrer tous ces beaux modules-là. Oui, puis les versions sont disponibles. Hein, déjà, on est déjà nettement dépassé la version le 10.13 C'est 1000 ça. et aussi centrale, donc la version 2.5.8 Ça pour fait tout longtemps ce que qui est c'est Central livré. Cloud. Ça fait un petit Exact. bout déjà, donc tout est déjà disponible euh, dès aujourd'hui. C'est ça. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions suite à cette présentation ou si certains points nécessitent un approfondissement. Alors, si oui, levez la main, prenez la parole. Strike one, strike two, strike three. Tout, Et voilà. tout. Donc, on termine tout ça.
Je vais On va mettre arrêter la là. musique de Gilles Pardy. C'est bon. On arrête l'enregistrement. Ben, merci beaucoup.